Bonjour, avec quelques petits soucis techniques de connexion avec Madrid et on commence en retard, je vous présente Ángeles Maestro qui est médecin à Madrid. On se connaît, ça date pas d'hier, ça ne rajeunit pas, c'est dans la résistance commune à la guerre contre l'Irak et puis contre la Yougoslavie, début des années 90. Et Ángeles Maestro est médecin, donc je le disais, à Madrid. Et donc elle est en première ligne pour témoigner et expliquer la catastrophe qui est arrivée dans ce pays, parce que si on compare les chiffres de l'Espagne avec d'autres pays frappés par l'épidémie, les chiffres sont pas très bons. Vous les avez ici sous les yeux et j'attire votre attention. L'Espagne a donc 15 447 victimes à ce jour. Hier, on a eu 655 personnes décédées. Vous pouvez le comparer aux autres pays qui ont été le plus frappés. Et voilà, le score de l'Espagne comme de l'Italie est très mauvais, la France non plus. Et le tout dernier chiffre là à droite est intéressant parce que vous voyez que l'Espagne a 330 morts par million d'habitants, l'Italie 302, la France 187 et la Chine seulement 2. Et donc, c'est la première question que je vais poser à Ángeles. Comment est au quotidien sur le terrain la situation dans la lutte contre l'épidémie en Espagne, dans ton pays? Bonjour et merci Michel et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Ici, la situation, c'est fantasmagorique. La situation dans les hôpitaux, il y a des semaines qui c'est affreuse. Les travailleurs de la santé publique travaillent comme des fous. Les gens hommagent chaque jour leur travail, mais dans des conditions affreuses. Il n'y a pas de suffisant matériel de protection, et non plus de respirateurs, non plus des lits, des unités de soins intensifs. Alors, nous vivons une situation qui dépend des erreurs, de l'improvisation des gouvernements Mhm. qui n'a pas pris le mesure et sujet dans l'histoire de l'humanité, à chaque épidémie, l'isolement des cas, chercher les infectés pour les isoler. Mhm. Ici, nous sommes renfermés dans notre maison, mais les malades qui ne sont pas à l'hôpital, parce qu'ils ne sont pas assez malades ou parce qu'il n'y a pas de place, ils restent à la maison avec toute leur famille qui, qui commence à aller à travailler dans les usines, dans les entreprises qui fabriquent des Mais une matériels petite non question pour bien essentiels. comprendre. Tu me dis que il y a beaucoup de malades qui n'ont pas été hospitalisés et soignés publiquement. Oui, oui, c'est ça. Ils sont dit qu'il fallait choisir. Il faut que le médecin décide qui vit et qui meurt. Alors, les gens plus âgés, des 70 ans, ne vont pas à l'hôpital. Ils meurent chez eux. J'imagine que Et ça doit être une situation absolument horrible pour des médecins, des infirmiers. Le but est de sauver des gens et là, on vous empêche de le faire. oui, et surtout, dans le résidence de gens âgés, et qui ont été privatisés, qui soutient les gens âgés dans des conditions affreuses. Par exemple, un chiffre de ce jour, il y avait une infirmière pour 340 personnes dans une grande résidence. Alors, quand Une l'armée, infirmière pour 340 personnes à soigner. eh oui,
Et quand l'armée est arrivée à certaines résidences, les travailleurs ils sont partis, le moine, parce il y a beaucoup de résidences gérées par organisations religieuses qui étaient partis, et les gens âgés morts sur son lit. C'est des situations Il y a affreuses. beaucoup de gens qui sont morts tout seuls. Tout seul, tout seul. Alors, tout le monde meurt tout seul. Ça, c'est terrible parce que euh, euh, le gens qui meurent dans les résidences pour personnes âgées meurent tout seuls dans ces résidences. Mais dans les hôpitaux, il n'y a pas non plus la possibilité de que la famille soit avec le malade le dernier moment de sa vie. Alors, le gens meurt tout seul. Et ça, c'est une situation encore plus terrible pour les familles qui ne peuvent pas dire adieu à son père ou son grand-père ou sa grand-mère qui meurt tout Mhm. seul Mais dans les hôpitaux. ça, c'est quelque chose qui se produit dans d'autres pays aussi avec l'isolement. Tu as dit que dans les hôpitaux, il y a aussi beaucoup de personnel qui a été contaminé. Est-ce que ça concerne les infirmières, mais aussi, je ne sais pas, le personnel de nettoyage, les aides ménagères, tout ça? Oui, il faut dire, je ne sais pas si tu veux, Michel, qu'on parle maintenant, parce que la manque de matériel, de protection, de ressources sanitaires dans la santé publique, c'est le résultat des privatisations, des coupures de budget dans la santé publique. Peut-être nous parlerons Oui, après. on peut en Mais parler parce que le service de santé national public en Espagne avait quand même une bonne réputation. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avec un ami Manolo Espinar, j'avais été invité à faire des conférences en Espagne, puis je m'étais fait une petite blessure, il y avait un problème de tétanos, donc on m'avait vacciné. Ça s'était très bien passé. À la fin, je demande combien je vous dois, je suis étranger, on m'a dit rien. Et donc, j'étais assez content, mais ça s'est passé il y a une quinzaine d'années et tu dis que ce ne va plus. oui, alors il y a longtemps, longtemps que les partis socialistes, comme en Angleterre, nous avons un système de santé différent les systèmes de santé de la France ou la Belgique. Et c'est plus pareil à l'Angleterre. Et il faut dire que le modèle, c'est le service de santé dans l'Union soviétique, Cuba. C'est la santé pour tous, c'est la priorité de la médecine préventive, Mhm. communautaire. Et il y avait un très bon service de santé, mais avec la politique de coupure des budgets publics, sociaux, commencé par Margaret Thatcher, le Parti socialiste en Espagne, il a commencé la transformation des services sanitaires publics pour les soumettre au marché, Mhm. aux affaires. Il y a eu une loi qui vient de 1997. Je me rappelle très bien parce que j'étais députée au Parlement en représentation de la gauche unie Mhm. dans ces temps-là. Et c'est une loi qui permet l'entrée massive dans n'importe quel centre public, hôpitaux ou n'importe quel, du capital privé, de multinationales des services de santé qui reçoivent le budget public et ils donnent le service au public. Et bien sûr, euh, les, son affaire dépend de la qualité qu'il donne. Moins qualité, plus d'affaires. Et c'est ça qui a commencé à démolir le service de santé publique. Mais Mhm. après, et avec la crise de 2008, 2009, 2010, l'Union européenne et
avec le paiement de la dette publique, a forcé la privatisation et encore la coupure des budgets publics. Nous avons même dans la Constitution un article qui a été réformé en 2011 par la proposition du gouvernement, qui était dans ce moment le Parti socialiste. Nous avons un article dans la Constitution qui dit que tous les budgets publics étaient soumis, étaient sous l'obligation de payer la dette qui a été énormément gonflée dans la crise de Tu parles de la dette 2000. de l'État en général, pas la dette des hôpitaux, c'est l'État. Non, non, la dette de l'État, parce Mhm. que nous avons donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, le mot d'ordre, c'était, il y a des banques qui sont trop grands pour tomber. Alors, Mhm. nous avons donné, notre gouvernement a donné des centaines de milliards euh, d'argent public pour soutenir la banque. Et notre dette publique, la dette de l'État, est passée de 2007, 37% du produit intérieur brut, au 100% en 2017. Donc, si je comprends bien, il y a maintenant pas assez d'argent depuis des années pour les hôpitaux parce que l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des contribuables, a été donné aux banques pour les récompenser qu'elles avaient spéculé sur les biens immobiliers. Il y avait eu beaucoup de scandales en Espagne sur les banques qui avaient fait de la spéculation, qui avaient vendu, etc., et qui ont saisi aussi les maisons des pauvres gens qui savaient plus payer. Donc, Oui, on est toujours victime de ça. oui, bien sûr, parce que c'est pas seulement l'argent donné à la banque, sinon que la banque a dit qu'il y a 2 ou 3 mois, ils ont dit, le grand propriétaire de banque, ils ont dit qu'ils ne pensent pas euh, donner cet argent à l'État. Ils ne reconnaissent pas cette dette. Et c'est l'État qui doit payer parce que la dette publique oblige l'État à payer aux banques, autrefois aux banques, la dette qui a été gonflée pour donner cet argent aux banques. Et comme tu disais, ça c'est une catastrophe, c'est une vergogne, parce que ici il y a un problème de location, de logement très très fort. Les gens Les qui loyers sont perdent, trop élevés. oui, Mhm. il y a, dans ce moment, il y a 2 millions de logements en propriété vide, en propriété de banque, qui met sur la rue aux familles qui perdent, par exemple, son emploi et ne peuvent plus payer l'hypothèque ou les loisirs. Et c'est la banque qui met à ces familles hors de sa maison. Et ça, c'est un scandale parce que c'est la grande banque, le gros banque Mhm. de l'Espagne et aussi les banques de l'étranger qui met la famille dans la rue. Et ces mêmes banques qui ont reçu l'argent public pour les sauver. Donc maintenant, si on revient à la question des soins de santé dans l'immédiat, on voit ici des images qui montrent la situation dramatique avec des hôpitaux qu'on a dû en urgence créer dans des parkings, des malades qui sont par terre dans les couloirs des hôpitaux, les urgences qui sont surchargées, des tentes ici installées dans les asturies. Donc, euh, est-ce que tout ça est dû au fait que le gouvernement Sanchez a ordonné très tard le confinement et des mesures radicales et que rien n'était prêt? Oui, ça c'est vrai. Et surtout, c'est mal fait.
parce qu'il y a une question que je voudrais qu'en Belgique ne soit, ou en France ne soit pas comme ça. Mais c'est une question très simple, qui, on peut, même si on n'est pas médecin, c'est une logique très, très claire. Il faut isoler les cas. Il faut isoler les gens qui, qui ont le virus, Mhm. aient les symptômes ou pas, parce que c'était le focus d'infection qui C'est ce peuvent... que les Chinois ont fait, mais aussi la Corée du Sud, Singapour, des pays qui s'en sortent beaucoup mieux. oui, Et en Europe, on ne le fait Vietnam pas. aussi. Oui, ça, je comprends pas, parce que ça, c'est une question concrète, mais responsable qu'on peut très bien comprendre. Mhm. Si, par exemple, nous avons un membre de la famille qui est positif dans le virus, toute la famille va vite fait, tous les gens qui vivent dans la même maison, ils vont être contagiés Mhm. et vite fait. Alors, il faut détecter les cas et les isoler. Et, en Espagne, Mais ça, on ne et fait pas. On ne l'a pas fait en France, en Belgique, en Italie non plus, parce que ils n'avaient pas de test, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de quoi traiter les cas, en fait. Il n'y avait rien qui était préparé. alors, oui, c'est ça. Et on a envoyé les gens dans les usines et avec fièvre, des gens qui toussaient, qui avaient des symptômes de coronavirus. Mhm. On les envoyait à les usines sans faire texte et rien du tout. Les gens ici en Espagne, c'est peut-être la même chose là-bas. Ils ont peur de perdre son travail. Mhm. Alors ils vont travailler même se sentent malades. La crise est Et encore plus forte en Espagne. On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais interrompre une minute avec des questions et des réactions que je vais te soumettre et te demander ton avis. On a Jean-Luc qui dit Espagne, France, même gestion et mêmes incapables. On a Michael qui dit c'est pas des incapables, c'est une volonté. Et on a Mamounette qui réagit ils ne sont pas incapables, bien au contraire. Ils sont super compétents pour exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été mis au pouvoir. Destruction de tout, privatiser ce qui rapporte et laisser ce qui coûte à la charge des peuples. Qu'est-ce que tu penses de cette discussion qui vient de surgir là sur Facebook? oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que le gouvernement, ils ont bien sûr la possibilité d'avoir appris ce qui s'est passé en Chine, en Espagne, ce qui s'est passé en Italie. Il y a encore des spécialistes de santé publique, de contrôle, de gestion des épidémies qui pouvaient avoir contacté et demandé leur opinion, leur Mhm. conseil. Mais je crois que c'est une question surtout de, je ne sais pas si c'est le mot en français, de prévalence, de supériorité de l'intérêt de capital, de la production de Oui. marchandises, même s'ils ne sont pas essentiels, sur la santé des travailleurs. Mhm. Alors, Tu penses que en Chine, ils ont pris des mesures radicales, ils ont testé, ils ont arrêté toute l'économie des régions en danger, et tu penses qu'en Espagne, en Europe, on n'a pas voulu le faire pour une question de profit? oui, oui, bien sûr, c'est sûr. Et seulement en Espagne, il y a ce que je dis, c'est pas seulement une opinion, il y a des données qui confirment. Mhm. Alors, ils ont arrêté la production des marchandises, de produits non essentiels seulement une semaine. Et les cas, quand on a, quand on a étudié les cas, par exemple à Madrid, que c'est la région euh, la plus dure, où il y a la majorité des cas, on peut voir très bien comment dans les quartiers ouvriers, dans les villages où il y a
les grandes entreprises d'avions, de voitures, de Amazon, et tout ça, c'est où il y a la majorité des cas. Alors, Donc c'est c'est pas lié tout. à la production qui a continué. Ah oui, ça c'est parce que et quand je disais, ça se mélange très fort euh, la situation sanitaire, économique, parce Mhm. que le travailleur, ils veulent rentrer au travail parce qu'ils ont peur de n'avoir pas de l'argent pour donner à manger à sa famille. Mais ils ne reçoivent Et, pas une allocation s'ils sont au chômage? mm, et ça c'est vrai pour les contrats, euh, comment on dit, sérieux, avec des droits, Les mais travailleurs en déclarés. Tu Espagne, veux dire qu'il y a beaucoup de travailleurs au noir qui n'ont aucun droit? trois quarts, trois quarts alors, 75% de l'emploi, des travail, c'est des travail noirs, des gens qui n'ont aucune protection sociale. Et alors, ce qui se devait avoir fait, je vous le dis parce que ça, c'est une question essentielle. Avant de rentrer au travail, il fallait avoir fait les textes aux travailleurs et envoyer, Mhm. isoler les cas pour qu'ils ne puissent pas passer le virus aux camarades dans l'usine. Donc ça, c'est Et quand ça, même c'est pas quelque fait. chose de très grave. Ça veut dire que le gouvernement espagnol a fait continuer à produire et a envoyé des gens malades travailler à l'usine et contaminer beaucoup plus de gens. C'est ça une explication de base du chiffre terrible en Espagne? Oui, et il y a aussi, il faut dire que les travailleurs, ils gardent aussi leur sang, leur conscience. Il y a des grandes usines qui ont arrêté les travailleurs contre l'opinion, contre les ordres de la direction. Ils ont arrêté la Mhm. production quand ils ont vu des camarades qui étaient malades, qui avaient des malades dans la famille, qui étaient bien sûr en risque Mhm. très fort de passer la maladie aux camarades de travail. Tu as bon, indiqué qu'il y a eu une destruction de la santé publique, des hôpitaux publics, pas une préparation du matériel, qu'il y a une beaucoup plus grande pauvreté avec un taux absolument incroyable. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tellement de travailleurs au noir, donc sans aucune protection de sécurité sociale, etc., et d'assurance maladie en Espagne. Et tu as indiqué que les gouvernements sont responsables de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots on a connu en Espagne pendant longtemps, vous avez eu Monsieur Aznar, que je montre ici à l'écran, à côté de Bush et de Tony Blair. Il était très connu pour avoir soutenu et participé à fond à la guerre contre l'Irak avec eux. Aznar, c'est quelqu'un qui a aidé justement à privatiser, à détruire la sécurité sociale. Oui, c'est ça. Mais tout à fait, c'est pas seulement le Parti populaire, le Parti socialiste, parce que les compétences des services sanitaires sont compétences, c'est pas comme en France. Je crois que c'est pas comment c'est pas ça se passe en Belgique. Mais en Espagne, les compétences des services de santé, c'est dans leur région. Mhm. Andalousie, Pays Basque, Catalogne, Madrid, les gouvernements de la région a la compétence de l'organisation, Donc, ce sont les différents partis qui ont été impliqués. J'ai aussi une image de quelqu'un qui, dans ma jeunesse, Felipe González, ici à gauche, était le premier premier ministre socialiste du PSOE qui est arrivé. Il y a eu beaucoup d'espoir. Après, il avait dit qu'il allait que l'Espagne pouvait pas entrer dans l'OTAN, mais il l'a fait quand même entrer. Et puis, on entend que González est devenu très riche. Ici, j'ai une photo qui le montre à côté de Carlos Slim, un des plus grands milliardaires de l'Amérique latine. Euh, les socialistes ont une responsabilité là-dedans. Oui, oui. La première mesure pour
commencé la privatisation, c'était il y a 20 ans. 1900, non, il y a 30 ans, Et ça passe plus vite. 1991, le Parti socialiste, qui avait la majorité absolue au Parlement, j'étais députée encore dans ces temps, et ils ont mis un fasciste, un gouverneur de Segovia avec Franco, et un banquier, propriétaire de banque, pour organiser une commission pour donner les instructions pour moderniser les services de santé publique. Et encore, ils sont votés au Parlement avec les partis populaires d'une loi qui, comme je disais avant, qui permet l'entrée de gros capitaux dans la gestion de la santé publique. Mais surtout, je vais expliquer parce que je crois que ça se comprend très bien. Les services publics de santé publique et les services privés sont comme un binôme, une unité. Des vases communicants. Oui, et si la santé publique est bonne, les gens n'y vont pas se faire, ils ne vont pas chercher le service de santé privée. Mais si, comme c'est passé en Espagne, le gouvernement planifie la démolition des services de santé publique, il y a plus de ressources, de noyaux d'affaires pour les capitales privées. Tu es en train de me dire que, en fait, on a volontairement détruit, aggravé la situation de la santé publique pour qu'il y ait plus de profit dans le privé. C'est assez criminel, ça. Oui, c'est criminel et c'est comme ça. J'ai écrit ça et personne m'a posé une demande pour malédicence. Alors c'est exactement ça parce que c'est pas une opinion. Je travaillais dans le service de santé de Madrid. C'était mon travail. Et j'ai vu tout le monde s'est dénoncé publiquement comme les ministres de santé du gouvernement de Madrid, ils sont passés occuper les conseils d'administration des entreprises sanitaires privées. Ah oui, donc c'est carrément de la corruption, là, c'est-à-dire qu'on défend ses intérêts au lieu de défendre les intérêts des gens qui vous ont élus. Oui, bien sûr, parce que c'est comme ça. Si tu veux donner des possibilités de développement au capital privé, il faut détruire la santé publique, parce que sinon tout le monde, la santé publique, comme tu disais, elle avait beaucoup de prestige. C'était très bon. Alors, les services, les professionnels, l'organisation, c'était très bon. Et bien sûr, les gens ne cherchent pas. Et la couverture, je ne sais pas si c'est comme ça, la couverture, l'assurance privée, si le public fonctionne très bien. Mais si tu dois espérer des mois pour faire. Espérer, tu veux dire attendre. On attend pendant des mois dans une consultation publique et donc on est obligé d'aller au privé où ça va beaucoup plus vite. Oui, oui. Ça, c'est organisé. Ángeles, j'ai ici une affiche en espagnol qu'on va brièvement traduire. Je montre Rajoy, qui a donc été longtemps le Premier ministre en Espagne, et c'est une affiche politique qui le dénonce en disant, point 2, les riches volent comme jamais, point 3, seuls les gens qui ont de l'argent peuvent étudier, et point 4, la santé, les médecins, on les paye avec rien du tout, et sinon on les envoie au cimetière. Et alors une autre caricature contre Rajoy, votre ex-premier ministre, qui dit, je traduis, donner des sous aux riches, ça n'a pas fonctionné, alors nous allons donner beaucoup plus de sous aux riches. C'est ça le problème, c'est le néolibéralisme qui a vraiment dégradé toute cette situation? Je crois que c'est le capitalisme.
Parce que si on parle de néolibéralisme, c'est un problème idéologique, mais si on parle de libéralisme, on peut croire que ça c'est le mauvais capitalisme, il y a un capitalisme bon. Le néolibéralisme, c'est le capitalisme de la crise. Alors c'est le moment, c'est le moment réel du capitalisme dans ces moments-là. C'est le vrai capitalisme. Il y a eu un rapport qui a été fait il y a tout récemment, je pense, par Philippe Alston, qui est un haut fonctionnaire de l'ONU, et il a fait un rapport indiquant qu'il y avait une pauvreté extrême qui régnait en Espagne. C'est plus grave que dans d'autres pays de l'Europe occidentale? Oui, il a dit ça. Il a dit que il a fait un rapport pour un dossier avant le coronavirus. Alors, c'est très important parce que la situation, c'est bien, bien plus pire maintenant. Oui. Mais il a dit qu'il y avait 12 millions. L'Espagne, il a une population de 48 millions d'habitants. Oui. 12 millions, ils sont dans une situation de pauvreté extrême. Oui, on a vu des files de chômeurs. Donc il y a 12 millions de gens très pauvres sur 48 millions en Espagne. C'est énorme. Oui, et 105% des familles en Espagne ne peuvent pas acheter une fois par semaine du poisson ou de la viande. Alors ça, il a dit que il a comparé ça avec les chiffres des bénéfices économiques des gros banques, des grandes entreprises. Et c'est un fonctionnaire de l'ONU qui a dit ça. Oui, oui, Mais oui. donc ça veut dire que si une grande partie de la population, à cause de la pauvreté et des politiques gouvernementales, ne peut pas avoir une bonne alimentation, ça veut dire qu'ils vont beaucoup moins bien résister à toutes les épidémies et aux virus. Oui, bien sûr. Donc c'est les pauvres qui meurent. C'est les pauvres Oui. qui meurent plus. Oui. Et ça se pose à côté des bénéfices dans les 3 dernières années. Les bénéfices des grandes multinationales et banques en Espagne, ils ont augmenté leurs bénéfices de 10-60%. Ah bon, il y a de plus en plus de pauvres et eux, on pourrait penser que ça va mal, mais pour eux, ça va mieux. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est une situation qui était avant le coronavirus. Et comme la situation va être très, très difficile, je peux vous donner l'idée qu'en Espagne, c'est comme en France, comme en Belgique, les grandes entreprises, ils sont mis à la porte les travailleurs qui avaient des droits, des contrats solides, de bons salaires. Ils sont contratés comme des précaires. Par exemple, les Telefonica, c'est comme France Télécom ou n'importe quel, c'est les grands monopoles. Il a liquidé l'emploi. Oui. Pour gagner plus, on remplace les bons emplois par des mauvais. Oui, c'est ça. Oui. Et beaucoup de ces emplois, c'est des auto-emplois, des gens qui payent leur sécurité sociale, qui mettent le recours pour leur travail, par exemple la voiture ou le téléphone ou les vêtements pour leur travail. Et ça, c'est 3 millions de 3,2 millions des auto-emplois, qui bien sûr c'est l'emploi précaire. Des emplois de qualité. Des emplois de qualité. Je voudrais, tu as parlé des banques, tu as parlé du travail au noir. Est-ce que le gouvernement, il a quand même annoncé un plan qui s'appelle bouclier social, si je traduis bien. Est-ce que le gouvernement va aider les gens ou qu'est-ce qu'il va faire? Jusqu'à ce moment-là, la seule chose qu'il y a,
c'est mettre, retarder, je ne trouve pas le mot, retarder le paiement du gaz, de la lumière, de l'eau, de l'électricité, des loisirs. C'est le retarder. C'est pas une aide directe aux gens comme d'autres pays. Je cherchais des comparaisons et l'Espagne, c'est les pays où les aides directes aux gens sont plus petites, bien plus petites qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Allemagne. Je sais pas, ils disent qu'ils vont, c'est une nouvelle d'aujourd'hui, qu'ils vont préparer une aide aux gens les plus précaires qui vont mourir de faim s'ils ne reçoivent pas quelque chose. Mais l'organisation des patrons, ils se sont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se passer. Mais ce qu'ils sont accordés, le gouvernement, c'est 100 milliards comme aval aux entreprises. Oui, j'ai lu qu'ils vont garantir 117 milliards pour que les banques puissent donner plus de prêts. C'est une bonne mesure, ça? Oui, non, mais ça, il faut toujours penser à qu'est-ce que ça veut dire une crise dans le capitalisme. Dans le capitalisme, une crise, c'est quand il y a une situation de crise, les investissements s'en vont, ils trouvent que c'est pas sûr, poser leur argent n'importe où, et ils s'attendent que le marché se nettoie. Ça veut dire que les petites et moyennes entreprises écrasent pour trouver plus de marché pour eux et que les conditions de travail des travailleurs soient plus intéressantes parce que les coûts des salaires soient plus petits. Alors, avec ces avals qui a accordé l'État, c'est les banques qui vont toujours administrer ces crédits seulement aux entreprises qui peuvent le rendre. Et donc, ils vont aider les grandes entreprises et pas les petits. Angela, j'ai une intervention ici de quelqu'un qui dit je vis en Espagne, il n'y a pas 75% des travailleurs en noir. Il faut travailler minimum 6 mois pour avoir 2 mois de chômage parce que la majorité des postes de travail créés sont précaires et c'est ça le problème. Ils cotisent pas bien à la Sécu, donc ils ont une allocation de chômage très basse. Peux-tu préciser? J'ai peut-être mal compris. Oui, oui, non. Et je dis les travails précaires, c'est pas les travails noirs. Les travails précaires, bien sûr, les travails temporels, les travails à temps Les contrats partiel. temporaires. Oui, et que surtout des femmes et des immigrés, ça c'est très important, des femmes, des immigrés, des jeunes. Alors, c'est ça, c'est pas exactement un travail noir. Dans certaines provinces, surtout dans l'Andalousie, par exemple Cadiz qui avait avant le coronavirus un chômage de 40%, c'est peut-être vrai que la quantité de travail noir c'est très, parce que les gens continuent à vivre, bien sûr, mais ils continuent à vivre, on ne sait pas très bien comment, comme ils cherchent à vivre chaque jour. Mais je disais que de 3 sur 4 contrats de travail sont précaires. Alors, Voilà, c'est des ça gens c'est clair. Je voudrais passer, l'heure avance, je voudrais
Dire, tu as parlé de la crise de 2008, tu as parlé des banques. On a le souvenir que justement en 2008, l'Union européenne est intervenue et ça s'est très très mal passé pour la Grèce. Et les banques ont vraiment étranglé la Grèce et les gens ont vécu encore beaucoup plus mal qu'avant. Est-ce que tu penses que l'Union européenne peut être une solution dans cette crise ou un problème? Je suis tout à fait sûre que l'Union européenne, c'est la représentation politique des intérêts de l'oligarchie financière européenne. Hmm. Alors, si on a un peu de conscience de classe, on peut être sûr que l'Union européenne va défendre toujours les intérêts des capitalistes et non du peuple. Hmm. Je me rappelle très bien parce que la Grèce a été un exemple paradigmatique. Alors, c'était exemplaire pour tous, pour voir comment, dans une crise, je me rappelle très bien parce que la situation sanitaire, ça m'attire beaucoup, je l'étude fréquemment. Et ils ont diminué, le parti politique Syriza, ils ont diminué 40% le budget des services sanitaires publics. 40% de la santé diminuée par Syriza sous la pression de l'Union européenne. Et oui, c'est ça. Et ça a été affreux. Je me rappelle très bien. Je le dis parce que c'est le passé pour la Grèce, mais ça, c'est peut-être le futur pour nous. Pour donner une idée, il y avait des gens si désespérés qui se mettaient le virus de VIH, SIDA, pour avoir les droits de recevoir les aides sociales de malades de sida. Ouais. Ça, il y a un médecin anglais C'est le qui côté a fait une barbare et étude. inhumain de nos institutions. Par rapport à ces... Donc, tu penses aussi que l'Union européenne, les puissances qui dominent l'Union européenne, c'est-à-dire beaucoup l'Allemagne, va essayer de profiter de la crise pour augmenter encore sa domination? Oui, mais il faut se rendre compte, surtout, ça je crois que c'est très important, que le coronavirus, il a, il a, il est entré quand la crise économique était déjà dans un avancé état de grossesse. Alors, et le coronavirus est le déclenchement d'une situation qui venait déjà, Hmm. qui était annoncée, qui est une situation de crise très forte, une crise capitaliste. Même si les entreprises gagnaient spéculativement beaucoup d'argent dans le Oui. mois dernier. Alors, bien sûr, l'Allemagne, il va profiter et et pour gagner des possibilités de marché, pour ne pas aider les pays comme l'Italie et l'Espagne. Je viens de lire l'accord qu'ils ont fait hier soir dans l'Union européenne. Ils ont ouvert une possibilité de crédit aux pays qui souffrent plus pour le coronavirus, mais seulement pour les services sanitaires. Et si le pays veut accéder au financement de l'Union européenne, il doit, comme c'est passé dans les années, il y a 10 ans, dans les années 10, 11, 12, il doit accepter des coupures encore des services publics, des privatisations, de nouvelles réformes des droits des travailleurs. Ah oui, donc là tu es en train de me dire qu'au niveau des institutions européennes,
alors que tout le monde se rend compte qu'il faut plus de services publics, plus d'État, que les inégalités ont atteint un point intolérable. Là, tu es en train de me dire qu'ils vont essayer de profiter pour encore couper plus dans les budgets de la santé, d'éducation et les budgets sociaux. Oui, et je vous rappelle ce que je disais il y a un moment, couper le budget pour le public, la santé, l'éducation, les résidences pour personnes âgées, ça, c'est une condition pour augmenter les bénéfices privés de grands capitales. Alors, c'est pas une question de cruauté, qu'ils soient de gens mauvaises. C'est une question d'affaires, de bénéfices. C'est de logique Alors, économique. Ils sont obligés de faire des bénéfices, surtout quand il y a la crise, et donc ils prennent l'argent là où il y en a, c'est-à-dire dans nos poches. alors c'est le capitalisme, il n'y a pas d'autre. Le capitalisme, c'est soumettre tout le fonctionnement de la société, les besoins des gens les plus essentiels, les soumettre à la condition des bénéfices privés des grandes entreprises. Ça, c'est toujours. Mais quand la situation est assez bonne, alors tout le monde travaille, tout le monde a sa maison, sa petite voiture, va en vacances, ça va. Mais quand la crise vient, le capital montre toute leur logique Mhm. criminelle. Mais ce n'est pas une question morale. Il n'y a pas Bien, donc d'autre. c'est effectivement le moment de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est ce que on essaye de faire toujours avec Michel Midi. Ce que tu nous as raconté jusque maintenant, c'est plutôt épouvantable et désespérant, mais pourtant on a l'impression que tu continues à te battre. Par rapport au programme qu'on nous prépare, tu as signé il y a quelques jours un texte pour créer un front de salut populaire, de santé populaire. Est-ce que tu peux expliquer quelles seraient des mesures que tu proposes pour qu'il y ait une résistance par rapport à tous ces plans du capital? Oui, et surtout, c'est comprendre que les partis politiques, parce que dans cette situation, je vous rappelle que nous avons un gouvernement apparemment de gauche. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Le gouvernement, il accepte, il est dirigé par les intérêts de capital. Ça, c'est tout à fait vrai. Et les mesures que je racontais démontrent la vérité de ce que je dis. Et on peut penser que ça serait peut-être pire si, avec un gouvernement de droite, mais les conséquences directes pour les gens sont les mêmes. Et c'est pour ça que je crois que c'est pas seulement moi, j'appartiens à une organisation qui s'appelle Réseau Rouge. Et il y a beaucoup d'organisations, de syndicats, d'organisations sociaux qui pensent qu'il faut créer un nouveau pouvoir Mhm. populaire. Est-ce que tu Alors, peux donner quelques mesures concrètes qu'il oui, faudrait oui, prendre par rapport à à ce programme qui se déroule? oui. La première, en principe, le principal, c'est sur le plus urgent. C'est pas le plus important, mais le plus urgent, c'est c'est mettre toutes les ressources sanitaires privées Mhm. sous la direction du public, les services sanitaires publics. Toute la Même santé l'industrie, nationalisée. oui, Mhm. on peut parler des nationalisations, mais l'idée, c'est mettre toutes les ressources sociaux qu'il y a sous la direction, sous Oui, la pas planification. nationalisée, je n'aime pas employer le bon mot, mais contrôlée par l'État. Les autres mesures, rapidement? Les autres mesures, c'est
exproprier la banque. La banque Exproprié. doit exproprier Exproprié, la on dit en banque. français. La banque doit être toute la banque qui a été fournie, qui a reçu l'argent public doit être sous la propriété privée, Avoir une la banque publique propriété au service publique. des gens Oui, et au service de l'économie réelle et pas au service de leurs oui. intérêts. Par rapport à l'Union européenne, par rapport Euh, à... il faut pas payer la dette. Mhm. Nous payons chaque année presque la moitié du budget public euh, pour payer les capitales et les intérêts que nous avons reçus. Il faut payer, ne pas payer la dette et n'accepter les Donc tu impositions estimes de que la l'Union dette est européenne. injuste, comme va l'expliquer un de nos prochains invités, Éric Toussaint, très connu pour avoir analysé avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et qui dit que la grande partie des dettes publiques sont des dettes injustes et qu'il faut les supprimer et pas les rembourser. Et par rapport à l'Union européenne, tu penses qu'il faut accepter ces interventions ou qu'il faut la contrer? Non, pas du tout. Alors, parce que c'est la logique. Les traités de 2012 de c'est pas comme je trouve pas les Dis-le en espagnol, de je traduirai. discipline budgétaire et oblige à tous les États qui ont l'euro comme monnaie d'accepter les contrôles de, en Espagne, nous l'appelons les hommes de noir, qui Mhm. vient de l'Union européenne pour contrôler chaque mairie, chaque petit gouvernement de région, de gouvernement de l'État et aussi la sécurité sociale pour les retraites pour les soumettre à accomplir des déterminés objectifs de déficit. C'est pas, je Mhm. crois que c'est les mêmes mots Oui, oui, tout à fait. en français, les déficits. Ok, Et donc une série de programmes pour vraiment résister. Est-ce qu'il y a déjà des actions locales de résistance en Espagne? Est-ce qu'il y a déjà des forces qui pourront imposer un tel programme? Parce qu'un programme comme ça ne peut pas être sur le papier, c'est seulement dans la oui, rue qu'on va pouvoir l'imposer. et les programmes, le premier objectif du programme, c'est former la force, le pouvoir populaire capable de faire ça. Parce que ça n'existe pas en Espagne. Il n'y a pas aucun parti dans la représentation du Parlement qui ait l'idée de confronter les objectifs du capital. Mais nous ne parlons pas seulement des organisations, des syndicats, sinon comme tu dis, en Espagne avec la situation de pauvreté, de besoins extrêmes, existent des organisations de auto-aide populaire qui s'occupent de l'alimentation, de la santé, d'aider les garçons et les filles qui ont des problèmes pour l'école, par exemple, Mhm. et aussi parce qu'en Espagne, les syndicats, seulement 10% des travailleurs, ils sont syndiqués. La plupart des emplois précaires et ils ne sont pas, ne fait pas partie d'aucun Mhm. syndicat. Alors, ils n'ont pas l'idée plus élémentaire de ces droits comme travailleurs, comme travailleuses. Oui. Et toutes ces questions toutes ces questions s'occupent des comités, ça ne s'appelle pas encore des saluts populaires, mais des comités de base qui travaillent dans les Donc il y a quartiers. des initiatives de résistance populaire. Carmen, Euh, juste brièvement, parce que le temps presse, mais je voudrais te demander ce que tu réponds à une personne qui nous interpelle d'Espagne, s'appelle Carmen Delgado, et elle dit
En fait, c'est le Parti populaire, donc la droite de Aznar et Rajoy, et pas le Parti socialiste, qui a privatisé. C'est une personne qui travaille depuis 40 années en soins intensifs et qui dit voilà, c'est le PS, ça va, et elle n'est pas d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu peux dire, mais en une minute, est-ce que le PS est vraiment aussi responsable de ce qui est arrivé en Espagne? Alors, j'ai donné des dates concrètes, des chiffres. Mhm, Alors, il y a une loi que je ne sais pas si Carmen connaît, qui s'appelle la loi 15 de 1997, mhm. qui permet l'entrée du capital privé dans la sanité publique. Ça a été fait dans l'Andalousie gouvernée pour le Parti socialiste, dans la Catalogne gouvernée par le tripartito, je ne sais pas si elle s'appelle, il y était trois organisations de gauche qui gouvernaient Catalogne, la même chose D'accord, dans d'accord. Mais je d'autres pense qu'on a régions. compris l'idée. Elle est sur Facebook et on pourra continuer à répondre et à discuter avec elle et avec tous nos amis d'ailleurs. Mais c'était passionnant, donc on a pris énormément de temps. Je te remercie énormément pour ce message qui est à la fois dur, inquiétant et à la fois un message d'espoir et de résistance. Je remercie tous ceux qui participent à la bataille de l'information et de la solidarité avec Michel Midi. La prochaine émission, demain midi, nous allons avoir, et je le montre à l'écran, Michel Mujica. Il est déjà venu dans un Michel Midi nous parler sur le Venezuela et sur le coup d'État en Bolivie contre Evo Morales. Michel Mujica va nous répondre à la question, Trump va-t-il envahir le Venezuela? Parce qu'on n'en parle pas du tout dans les grands médias, mais il a mis des troupes à la frontière du Venezuela. Ils ont lancé une affiche que je vous montre à l'écran offrant 15 millions de dollars pour la capture du président du Venezuela, Nicolas Maduro, en disant que c'est un trafiquant de drogue. Ils ont déjà raconté beaucoup de choses sur lui. Maintenant, le nouveau prétexte, c'est ça. Donc, il y a un très grand danger, d'autant plus que la France de Macron a mis un porte-avions là-bas et des hélicoptères et se prépare à donner peut-être un coup de main. Donc là, ce serait quelque chose de très très grave et je pense qu'il faut donner les informations qui ne sont pas dans les grands médias là-dessus. Donc ça, c'est demain. Je donne rendez-vous à nos amis pour ce rendez-vous avec Michel Mujica. Vous allez en entendre des choses vraiment étonnantes. J'appelle tous ceux qui peuvent nous soutenir à aider à élargir l'équipe d'investigation, à la renforcer. Nous prenons congé. Angeles, un tout grand merci et bon courage sur le front de la bataille pour la santé de l'humanité. Merci Michel, merci aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Au revoir.